Bonjour et bienvenue dans Bruxelles Je t'aime, l'émission hebdomadaire qui décortique tout ce que vous allez adorer ou détester de la politique européenne. Je suis Maya Delabaume, merci de nous avoir rejoints. Alors au programme cette semaine, choc et embarras à Berlin. Friedrich Merz, le chancelier désigné de la première économie européenne, n'a été élu qu'au deuxième tour du vote au Bundestag. C'est une première dans l'histoire de la République fédérale. Alors l'autorité de Merz est-elle déjà entamée avant même d'entrer en fonction? Sa coalition peut-elle encore inspirer confiance? Et que dire de ses projets ambitieux pour l'Europe? Et en Roumanie, George Simion, un populiste ultranationaliste, a remporté le premier tour de l'élection présidentielle. S'il gagne au second tour le 18 mai prochain contre son rival, un centriste indépendant, Simion portera un coup au système politique en place. L'enjeu est donc de taille. Les Roumains maintiendront-ils le cap pro-européen ou les forces eurosceptiques l'emporteront-elles? Alors pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jim Klaus, donc ancien chef de cabinet du président de la Commission européenne Jacques Santer, et maintenant secrétaire général du réseau de think tank Trans-European Policy Studies Association. Je le dis bien. Bonjour Jim. Geneviève Pons, ancien membre aussi de cabinet de Jacques Delors, président de la Commission européenne, et directrice de l'Institut Europe Jacques Delors. Bonjour Geneviève. Bonjour. Et Élie Perrault, chercheur en sciences politiques à l'université VUB. C'est ça. Bonjour Élie. Bonjour. Et merci à vous trois de nous avoir rejoints. Alors avant de vous entendre, je vous propose de revenir un peu sur les événements qui ont eu lieu à Berlin cette semaine. On regarde. Friedrich Merz a enfin atteint le sommet de sa carrière politique. Après des décennies de hauts et de bas en politique, le dirigeant de 69 ans devient le 10e chancelier de la République fédérale d'Allemagne. À peine 3 mois après les élections anticipées qui ont fait des chrétiens démocrates la première force du Bundestag, Merz essuie déjà des critiques virulentes. Certains conservateurs, épaulés par des médias proches du camp, l'accusent d'avoir trop concédé aux sociodémocrates, ses partenaires de coalition. Et cela avant même qu'il n'ait posé ses valises à la chancellerie. Désormais, Merz est attendu au tournant. À Berlin comme à Bruxelles, on attend de lui qu'il relance l'économie, remette l'Europe sur les rails, redonne de l'élan au couple franco-allemand, contienne Donald Trump et maîtrise la question migratoire. Mais pourra-t-il vraiment répondre à toutes ces attentes? Et quels obstacles se dressent sur sa route? Jim, on le voit ici, ce premier vote, je dirais raté, de Merz a créé un véritable choc à Berlin cette semaine. Est-ce que ça vous a pris par surprise ou est-ce que vous avez vu des signes avant-coureurs? Non, j'ai été surpris comme tout le monde. Personne ne s'attendait à ça, certainement. Donc, j'étais très surpris. Ouais. Ceci étant dit, je dirais tout de suite, il est chancelier aujourd'hui. C'est ça ce qui compte. C'est les péripéties des couacs qu'il y en a beaucoup dans la politique sans soutien moderne. Aussi. Oui, il a eu 326 voix quand même au second tour, c'est ça ce que je regarde. Donc il est maintenant en place et je dois dire d'un point de vue européen, tout ce qu'il dit jusqu'à l'heure actuelle est plutôt réconfortant, je dois dire. Il a compris que nous ne retournerons jamais à l'ancienne relation transatlantique et que l'Europe doit être autonome. Il a compris qu'il faut investir dans l'infrastructure et la défense. Et troisièmement, il a compris qu'il faut une relation franco-allemande très étroite. Donc moi, je regarde plutôt le côté positif des choses. Alors ça, c'est pour aussi les aspects européens. Mais Geneviève, comment est-ce qu'on explique un peu ce manque de soutien au sein des partenaires de coalition? Il y a eu diverses hypothèses. À un certain moment, on disait que c'était peut-être une partie des sociodémocrates, en particulier les jeunes qui n'adhéraient pas à ce contrat de coalition. Il semble maintenant qu'il s'agisse plutôt, comme vous l'avez dit d'ailleurs dans votre reportage, de gens de la CDU qui trouvent qu'il a trop concédé aux sociodémocrates. Mais je suis comme Jim. Ce qui est important, c'est que très rapidement, le jour même, il y a eu une réunion de crise et on a montré une volonté d'aller de l'avant. Je crois que face aux défis qui sont là et dont Merz a beaucoup mieux pris conscience que ses prédécesseurs, que Mme Merkel ou M. Scholz, face à ces défis, il faut absolument aller de l'avant.
Et effectivement, il a beaucoup mieux compris que ses prédécesseurs qu'on ne pouvait plus compter sur les États-Unis, que la relation avec la Russie, qui avait quand même était une relation très étroite pendant des décennies, en raison de la dépendance gazière de l'Allemagne, que cette relation a été profondément changée. Donc il y a cette notion d'urgence. Il y a dès sa première prise de parole, avant même d'être chancelier, il y a déjà plusieurs mois, Friedrich Merz a vraiment montré quelle était la ligne, la défense. Juste une chose, vous le disiez, Merz, il a été assez critiqué dans ses propres rangs pour avoir justement trop cédé aux sociodémocrates, c'est ce que vous disiez. Élie, est-ce que cette critique, justement, elle est justifiée aujourd'hui ? Disons que le programme vraiment est... Enfin, on voit bien que le programme est un programme de coalition, donc il y a des choses qui nécessairement vont plaire aux sociodémocrates, vont déplaire aux conservateurs allemands. Peut-être juste un point encore sur le vote, le fait que c'était un vote secret, en fait, le vote pour élire le chancelier. Et en fait, derrière ce secret, certains, des conservateurs, certains peut-être des sociodémocrates, ont pu s'abriter parce qu'ils n'avaient pas peur forcément de représailles, puisqu'on ne sait pas qui n'a pas voté au final pour Merz. Les choses vont être un peu différentes dans le reste de la mandature, puisque sur les votes du budget, de la législation, en fait, ce seront des votes... oui, mais ce qui prouve que le soutien n'est pas si fort. Je peux tout juste faire une remarque. Il est évident qu'il y a des problèmes internes. Il faut dire que Merz, pendant la campagne électorale, était très dur sur deux choses, sur la dette et sur la migration. Et sur la dette, il a complètement pris de court une partie de son parti. La seule chose que je crains un peu, et je ne sais pas si vous avez vu ça, il est aussi allé cette semaine en Pologne. Et là, sur la migration, il doit rester ferme, parce que sinon il perd vraiment le parti. Or, ça crée un problème immédiat avec Tusk, parce qu'ils maintiennent des contrôles aux frontières avec la Pologne. Donc là, c'est un aspect où il faut faire très attention d'un point de vue européen. Oui, alors les attentes sont énormes, on le sait, envers le nouveau gouvernement en Allemagne et l'Union européenne. Mais que pensent les Allemands de ce nouveau gouvernement ? Merz, ceux qui ont voté pour lui et ceux qui ne l'ont pas fait. Nous avons posé la question dans les rues de Berlin. On écoute. On espère que le nouveau gouvernement fédéral va vraiment s'occuper des problèmes auxquels on est confronté, et il y en a pas mal. Il faut remettre de l'ordre dans les finances, relancer l'économie, et on a aussi des soucis en politique étrangère. Peu importe pour qui on a voté, on ne peut que souhaiter bonne chance au nouveau gouvernement pour qu'il gère tout ça du mieux possible. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le gouvernement tienne ses promesses et qu'on se rende compte que la démocratie fonctionne vraiment. Moi, je suis content qu'il y ait enfin du changement, parce que l'ancien gouvernement, franchement, ce n'était pas fameux. Maintenant, on va voir ce que Merz va faire. Il a fait des promesses et je suis juste curieux de voir ce que ça va donner. Alors l'autre grand gagnant de ce fiasco, c'est le parti d'extrême droite, l'AfD, qui évidemment s'est réjoui de l'échec de Merz. Est-ce que vous pensez, Jim, que ça va justement renforcer l'AfD ? Il y a beaucoup de facteurs qui renforcent l'AfD et c'est un phénomène beaucoup plus général. On le voit avec Trump, on le voit partout dans le monde, on le voit en Roumanie, dont on parlera tout à l'heure. Donc non, il y a beaucoup de facteurs. Et évidemment, tout ce qui crée une forme de chaos, c'est du pain béni pour ces gens-là. Ils se nourrissent de ça. Et c'est en plus poussé à de l'extérieur à ce moment-là par des gens comme Trump et Poutine. Ceci étant dit, moi je n'utilise pas le terme fiasco parce que c'est une péripétie. C'est une péripétie très désagréable, mais il ne faut pas non plus exagérer. Dans la démocratie, très souvent, il y a des couacs. Regardez dans la ville où nous sommes ici à Bruxelles, en termes de couacs, il y en a tous les jours. Oui. Et la Après, ville, ça a été une surprise et la ville ne quand s'est même. pas écroulée. Oui, mais c'est une surprise. Alors, juste la semaine dernière, l'Office fédéral pour la protection de la Constitution a officiellement qualifié l'AfD d'extrémiste. Les derniers sondages montrent aussi que près de 50% des Allemands soutiennent une interdiction de l'AfD. Élie, est-ce que vous pensez que le nouveau gouvernement devrait-il justement poursuivre cette voie ? Peut-être une interdiction, je pense que ça créerait un risque de mécontenter une large partie en fait, de l'électorat allemand. On voit l'AfD fait 20%, 30%, et d'une certaine manière, le résultat de l'élection, en fait, on voit une normalisation en fait, de l'Allemagne par rapport aux autres pays européens sur le poids de l'extrême droite. En fait, l'Allemagne, pendant longtemps, avait une extrême droite un peu plus faible. En France, on voit le Front National, enfin le Rassemblement National,
et aussi aux alentours de 30%. Et donc, on voit qu'il y a une partie significative de l'électorat allemand qui se reconnaît dans ces idées. Après, ce que la décision des renseignements intérieurs allemands permet, c'est de surveiller en fait l'AfD, de faire des écoutes téléphoniques. Ça ne veut pas dire forcément interdire le parti en tant que tel. Oui, alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est, Geneviève, je pense à vous, parce que c'est quand même quelque chose qu'en France serait étrange que d'un coup, bon, il n'y a pas le même système, on n'a pas de cette cour-là, mais qu'on interdise le Rassemblement national aujourd'hui. Je pense que tout le monde serait dans la rue, ou beaucoup de gens, si vous voulez, ne verraient pas ça forcément d'un bon œil. Est-ce qu'on peut faire voilà, en France, est-ce que ça serait pensable quelque chose comme ça ? Non, je ne crois pas que ça serait pensable, parce qu'il y a effectivement une adhésion populaire qui est croissante au Front National. On a vu quelle a été la réaction d'une partie de la population française, et en particulier de tous les soutiens du Front National, lorsque Marine Le Pen a été condamnée et déclarée inéligible. Donc ça donne une idée du type de réaction que ça susciterait. Donc c'est quelque chose qui ne me paraît pas envisageable, mais je voudrais en profiter pour dire qu'effectivement le défi de Merz, c'est de faire partager ses idées par une majorité de la population allemande, parce que je trouve que ses orientations en matière de politique européenne, de rapprochement franco-allemand, de prise de conscience d'une fin de la relation transatlantique, de la nécessité d'une défense et d'une sécurité européenne, vraiment son premier pas vers la France, sa volonté aussi de mettre la France, le Royaume-Uni, la Pologne en particulier, dans une coalition de grands États capables de se défendre et de défendre l'Union européenne. Je crois qu'il a un certain nombre d'orientations qui sont, selon mon point de vue, vraiment ce dont on a besoin actuellement en Europe. Son défi majeur, c'est de faire accepter ça par une population allemande qui reste quand même très fort marquée par une espèce de rêve que l'ère Merkel avait incarné, rêve dans lequel on s'entendait très bien avec les États-Unis, on n'avait pas besoin de sécurité et de défense européenne, rêve dans lequel... Ouais. Après, etc. Les circonstances sont assez différentes aujourd'hui. L'Allemagne est dans une crise politique et une crise surtout économique très importante, donc il faut voir aussi que les Allemands, ils sont très préoccupés par ça aujourd'hui, par ce qui se passe à l'intérieur, moins par l'Europe véritablement, Jim. On ne peut pas séparer les deux. Certainement, en ce qui concerne l'Europe, je ne pense pas. Et c'est pour ça que ce que Merz dit sur l'Europe et l'Allemagne est très très important. Bien entendu, l'Europe est centrale dans notre système et la relation franco-allemande, elle n'est pas suffisante, mais elle est indispensable. Je crois que nous sommes dans toutes nos démocraties de type occidental en crise un tout petit peu. Vous voyez la même chose un peu partout. Il faut vraiment réfléchir à ça et comment aborder ces problèmes. Et je vois l'Europe comme une façon de le faire en abordant les vraies questions pour les gens. J'ai vu en France la montée de Le Pen. Dès qu'on disait qu'il pouvait y avoir un problème avec la migration, on disait tu es fasciste, tu es Le Peniste. Mais non, je ne suis pas Le Peniste du tout, parce que leurs solutions ne sont pas les bonnes. Mais ils posent parfois de bonnes questions. Et il faut apprendre ça et à s'approprier ces questions plutôt que de les laisser aux extrêmes. Oui. Et dans ce sens, j'espère que Merz pourra un peu changer les choses et donner un sentiment un peu de plus grand dynamisme. Oui, vous êtes d'accord, Élie, avec ça justement ? Je pense que oui, et je pense aussi à Bruxelles, il y a vraiment une attente en fait d'un retour de l'Allemagne, ou en tout cas juste d'un retour à une Allemagne normale, plus active, plus aussi qui fait partie du moteur franco-allemand, parce que on a vu sous le gouvernement Scholz que c'était très difficile entre partenaires de la coalition, les libéraux, les écologistes, les sociodémocrates, d'avoir une position allemande. Et là, on espère qu'au moins il y aura une position allemande plus claire, qui certainement aura une couleur très conservatrice, parce que la chancellerie, donc on a Merz, mais aussi on a Johann Wadephul aux affaires étrangères. Donc probablement que la coordination se fera mieux et qu'il y aura une position allemande plus claire. Alors, justement, parlons de la position allemande sur l'Union européenne. Nous avons rencontré Guntram Wolf, qui est expert au sein du think tank bruxellois Bruegel, et nous lui avons demandé quelle devrait être, selon lui, la priorité européenne du nouveau chancelier Merz. Voici ce qu'il nous a répondu, on l'écoute.
Je pense que 3 choses sont essentielles. Premièrement, l'Allemagne doit clairement afficher son soutien à l'Union européenne et rappeler que ce n'est pas elle ni aucun autre pays seul qui négocie les accords commerciaux, mais bien l'Union dans son ensemble. Deuxièmement, Berlin devrait encourager l'UE à conclure davantage d'accords avec des pays tiers, comme le Mercosur, les marchés asiatiques ou d'autres marchés en croissance. Enfin, l'Allemagne devrait réaffirmer par l'intermédiaire de l'UE son appui au système commercial multilatéral. Alors, Geneviève, on a entendu Merz dire l'Allemagne est de retour, il s'est montré extrêmement pro-européen, on était déjà en train de le dire sur ce plateau, peut-être même plus qu'on l'aurait imaginé. Moi, je dois confesser que je ne connaissais pas Merz. Il avait été quand même très dans l'ombre, mis dans l'ombre par Merkel pendant des décennies. Il s'était écarté lui-même de la vie politique. Donc j'ai découvert Merz lors de sa première prise de parole. Et là, je me suis dit, c'est vraiment quelqu'un qui dit exactement ce que l'on attend, nous, Européens, de l'Allemagne. Encore une fois, défense-sécurité, qui est quand même une énorme priorité. La question défense-sécurité, c'est aussi une question de dépenses, une question de dette. Donc il a aussi parlé de ça. Il a aussi parlé on a compris qu'il était ouvert à des solutions pour augmenter les dépenses européennes, telles que celles que Madame von der Leyen avait poussées lors du Covid, donc l'endettement commun. On a senti tout ça. Maintenant, sur le plan du commerce international, c'est clair que actuellement l'Europe doit être unie face à la menace de Trump et doit diversifier ses relations commerciales. Donc le Mercosur en fait partie. Oui, parce que justement, Guntram Wolf il met beaucoup l'accent sur la politique commerciale. Si c'est ce qu'on a vu. Un mot sur le Mercosur. Voilà, Jim, c'était justement ma question. On sait que c'est un point de désaccord persistant entre la France et l'Allemagne, le Mercosur. Oui. Alors justement, comment Merz peut-il convaincre Macron? Alors je ne le sais pas. Je dirais d'abord sur le Mercosur. Je dis ça à nos amis français présents comme Geneviève. C'est pas sa faute à elle, mais je dois dire la position française sur le Mercosur est incompréhensible. Oui. C'est les Français qui ont inventé le terme d'autonomie stratégique. Oui. Ça, c'est de l'autonomie stratégique. Sinon, on laisse le champ entièrement libre aux Chinois, au Mercosur. Il y a un problème agricole, mais on exagère énormément ce problème. On ne dit pas que tout peut venir. On parle de contingent tarifaire très limité, 1% de la consommation. Donc il faut arrêter. Et ça m'amène à une deuxième remarque que je voulais faire. Tout le monde maintenant dit que Merz c'est une bonne nouvelle pour le franco-allemand. Et c'est vrai. Il faut faire attention à une chose. Il ne faut pas non plus maintenant verser dans un optimisme béat en disant que les Allemands vont s'aligner sur les Français surtout. Il n'y aura pas de désaccord. Mais en tout cas, il y a une idéologie, il y a quand même un aspect très pro-européen chez les deux. Non, et c'est parfait. Mais il y aura plein de désaccords. Ouais. Un désaccord franco-allemand, c'est toujours le starting point. C'est toujours au début. Parfois, les gens me disent, les Français et les Allemands sont en désaccord. Il y a une crise en Europe. Je dis, vous avez raison sur la première moitié de votre statement. Effectivement, c'est toujours le cas. Mais vous avez entièrement tort sur le deuxième. Ce n'est pas une crise, c'est quelque chose de normal. Élie, justement, je pense que vous voulez réagir. Si on reste sur le Mercosur, comment est-ce que l'arrivée de Merz peut débloquer la situation? Je ne suis pas sûr parce que vraiment le point de blocage c'est la France et ça dépend plutôt du débat intérieur en France. Ouais. Je pense que si on explique les choses de la manière dont Jim vient de les expliquer, peut-être que ça peut faire bouger l'opinion publique en France en disant que c'est une question d'autonomie stratégique, que face aux tarifs douaniers américains, on doit trouver d'autres partenaires. Peut-être que ça peut bouger Merz en tant que tel. Je ne suis pas sûr. Mais moi, si je peux, je voudrais juste réagir à quelque chose que vous avez dit sur la politique de sécurité et de défense européenne. C'est une question évidemment d'argent, de dette, etc. Mais c'est aussi vraiment, on a vu avec Merz, là, il y a des dossiers stratégiques fondamentaux qui ont été ouverts. Une des déclarations qu'il a faites, juste après avoir été élu, c'est justement de se rapprocher du Royaume-Uni et de la France pour discuter de la dissuasion nucléaire. Dans la coalition des volontaires
Ça, c'est une autre question. Ça, c'est en Ukraine, mais c'est très surprenant. Nucléaire, ça, c'est très surprenant. Typiquement, enfin, comme le reste des pays européens, à part la France, l'Allemagne est sous le parapluie nucléaire américain. Ouais. Et donc, comme on a des doutes sur la protection américaine, on se rapproche de la France et du Royaume-Uni. Et Macron a répondu à ça en disant qu'il était prêt à engager le débat stratégique sur la protection qu'offriraient les armes nucléaires françaises aux alliés européens. Et on a vu plus tôt dans la semaine donc la visite du chancelier Merz à Paris. Et apparemment, c'est une des questions qui va être discutée dans le Conseil de sécurité et de défense franco-allemand. Et là, peut y avoir... Sachant qu'on est très loin, là, sur un accord. Mais quand on en parle, c'est déjà fondamental. Après, il y a plein de choses qui sont... Justement, pour parler de la France, beaucoup a été dit justement sur la relation qui est assez étroite entre Merz et Macron, enfin de ce qu'on sait, qui est plus étroite en tout cas qu'avec Olaf Scholz, le chancelier précédent. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui de cette relation franco-allemande, Jim? Je pense à vous, mais aussi à Geneviève, sachant qu'on a un président français aujourd'hui, Emmanuel Macron, qui est plutôt une sorte de canard boiteux, qui n'a pas de majorité au Parlement. Non, c'est vrai, Maya, tu as raison, mais la France est éternelle. Ne dites pas trop ça. Elle va pas disparaître. Non, c'est important tout ça. Et nous avons ce problème dans toutes nos démocraties. Il faut trouver des solutions. Mais je crois que la relation franco-allemande, si à ce niveau-là, même s'ils sont un peu faibles à la maison, mais s'ils ont un message fort à l'extérieur, ça peut d'ailleurs aider tous les deux à se refaire une santé sur le plan interne. C'est ça ce que je dirais. Ok, c'est ça. Alors se refaire une santé sur le plan interne pour cette relation franco-allemande qui est si importante en Europe, c'est sur ces commentaires que nous pouvons conclure notre débat. Un grand merci à tous nos invités pour leurs analyses. Restez avec nous sur Euronews. Après la pause, on parle d'une autre élection difficile, cette fois en Roumanie, où des candidats pro-européens et eurosceptiques se font face à face. À bientôt. Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime. Nos invités sont toujours avec nous pour débattre des enjeux politiques en Roumanie. Le candidat eurosceptique d'extrême droite, George Simion, a remporté le premier tour de la nouvelle élection présidentielle roumaine. Plusieurs mois après qu'un premier scrutin avait été annulé par la Cour suprême en raison d'une tentative de manipulation orchestrée par la Russie. Une décision vivement critiquée par l'extrême droite mondiale, y compris par l'administration Trump. Selon plusieurs observateurs politiques, une victoire de Simion au deuxième tour le 18 mai pourrait avoir de graves répercussions sur l'Europe. Alors, l'un de ces observateurs, qui est le plus suivi en Roumanie, c'est Claudio Popa, notre confrère d'Euronews Roumanie. Il nous résume les enjeux de ce second tour décisif. On l'écoute. La Roumanie s'apprête à vivre un second tour d'élections présidentielles sous haute tension, avec un choix clair entre deux candidats aux visions radicalement opposées, George Simion et Nicu Jordan. George Simion, le chef du parti Alliance nationaliste pour l'unité des Roumains, tient un discours de plus en plus proche des milieux pro-Kremlin. Il a récemment suscité une vive polémique en affirmant que la Russie ne représentait aucune menace pour l'OTAN. Face à lui, Nicu Jordan, candidat indépendant au profil atypique, mathématicien de formation, progressiste convaincu et pro-européen. Il s'est déjà illustré en remportant la mairie de Bucarest en tant qu'indépendant. Les électeurs sont donc appelés à trancher entre deux visions diamétralement opposées pour l'avenir du pays. Alors justement, on le voit dans cette vidéo, Jim, je me tourne vers vous, c'est un scénario que l'on voit se dessiner quand même dans pas mal d'élections aujourd'hui en Europe, des dirigeants qui aussi commencent à s'opposer à l'aide militaire à l'Ukraine, qui critiquent la direction de l'Union européenne. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, ça m'inquiète évidemment. Je dirais d'abord, vous avez mentionné Trump, les Américains feraient bien de s'occuper de leur démocratie, parce qu'elle a beaucoup de problèmes, très franchement. Et c'est insupportable que le gouvernement américain s'ingère de cette façon-là dans nos élections. J'espère que les Européens... Et alors, je suis très surpris que des nationalistes qui se disent nationalistes européens ou nationalistes semblent accepter totalement que c'est les Américains qui leur disent comment faire les choses. Donc ça, c'est peut-être un argument à utiliser. Sur la Cour constitutionnelle, je ne connais pas les détails. Elle a dit ce qu'elle a dit. Ça existe dans les démocraties. L'impact de ces élections sur l'Europe, évidemment, est direct dans le sens que le monsieur qui va être élu sera au Conseil européen. Donc sa composition, c'est important. Maintenant, il faut aussi voir que parfois les gens évoluent. On en a vu dans certains cas comme Meloni et tout. Quand ils se rapprochent du pouvoir, ils ont un autre langage sur l'Europe. Mais oui, je suis inquiet.
Alors Elie, justement, Simeone a déclaré, et il a déclaré d'ailleurs sur Euronews, ne pas vouloir être un perturbateur mais au sein de l'Union européenne, mais plutôt un réformateur. Alors est-ce qu'on peut le comparer à Meloni ou plutôt à Orban ? Oui, ça dépend ce qu'on entend par là, mais de toute façon, Meloni ou Orban, l'objectif de beaucoup d'extrême droite maintenant dans l'Union européenne, c'est pas forcément de quitter l'Union européenne, de faire un Brexit, mais plutôt de la réformer de l'intérieur selon leur idéologie, donc faire une Europe plus conservatrice, qui rompt avec l'agenda woke, ce qu'ils voient comme ça. Je pense que là où il peut être un perturbateur, c'est par exemple sur l'aide à l'Ukraine. C'est quelqu'un qui est vraiment contre l'aide à l'Ukraine. Comme Jim a dit, il siégera parce que c'est le président en Roumanie qui siège. Oui, parce que ça, en plus, Meloni, elle est plutôt complètement pour une aide à l'Ukraine, justement. Ouais. Donc là, c'est pas la même. En plus, il pourra peser. Les décisions sont prises à l'unanimité là-bas, donc ça peut faire encore l'objet de chantage comme Orban le fait. Et en plus, géographiquement, la Roumanie, c'est le voisin de l'Ukraine, et il y a pas mal en fait de matériel militaire qui passer par la Roumanie pour aller jusqu'en Ukraine. Justement, Geneviève, une victoire de Simeone, ça élargirait le groupe, disons, des eurosceptiques ou des conservateurs radicaux au sein du Conseil de l'Union européenne, déjà composé de Viktor Orban en Hongrie, de Robert Fico en Slovaquie, à un moment où justement l'Europe a besoin de formuler un message assez clair, notamment à Donald Trump. Oui. Alors, d'abord, il est plutôt côté Meloni. Et c'est le groupe de Meloni au Parlement européen qui le rejoindrait. Donc ça, c'est la première chose à dire. Ensuite, il y a quand même au Parlement européen 2 grands groupes d'extrême droite qui ont des attitudes diverses vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis des États-Unis, qui sont pas faits nécessairement pour s'entendre, en tout cas sur ces questions-là. Ensuite, comme vous l'avez vu avec la coalition des volontaires, ce qu'est en train de faire l'Union européenne, sous l'impulsion notamment d'Emmanuel Macron, c'est de dépasser le cadre de l'Union européenne en laissant de côté ceux qui ne vont pas suivre, dont Orban, et en allant chercher les alliés de l'OTAN, grosso modo, sans les États-Unis. C'est un peu ça, la coalition des volontaires. Et on remet le Royaume-Uni dedans. Et puis il y a le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Et même la Turquie. Donc, grosso modo, on reconstitue une sorte d'OTAN sans les États-Unis, mais aussi on fait un pas de côté par rapport à l'Union européenne parce qu'on sait qu'on n'aura pas l'unanimité nécessaire pour prendre des décisions fortes en Europe. Ce qui marche évidemment dans un domaine qui n'est pas intégré comme la défense. On ne peut pas faire ça dans le commerce ou le marché intérieur. Mais dans le domaine de la défense, il n'y a aucune raison de ne pas faire des coalitions avec des gens. Oui, mais alors justement, Jim, la Roumanie, c'est quand même 19 millions d'habitants. C'est une frontière avec l'Ukraine. Oui. C'est aussi un pays qui est stratégique pour l'OTAN. Donc un président qui serait opposé à l'aide en Ukraine, ça serait quand même un coup dur pour l'Europe. Ce serait un problème, mais il faudrait d'abord voir qu'est-ce qu'il ferait en réalité. Il a quand même aussi à cœur, je crois, la Roumanie a eu beaucoup de problèmes à s'intégrer dans l'Union européenne. Sur le plan économique, ça va plutôt mieux depuis un certain temps. Le pays est en train de bénéficier. Donc j'espère que les Roumains vont comprendre. Bon, il faut d'abord voir s'il est élu ou non. C'est la première question, évidemment. Et même s'il est élu, il faut voir si les Roumains, avec ça, votent contre l'Union européenne. J'en suis pas sûr du tout. En Hongrie, personne ne veut quitter l'Union européenne. C'est comme vous dites, ils veulent le changer de l'intérieur. Donc c'est un débat démocratique d'une certaine façon. Et il faudra le gérer. Il faudra donc le gérer. C'est sur ce commentaire que nous pouvons conclure notre débat. Comme toujours, vous pourrez retrouver les dernières informations sur l'élection présidentielle en Roumanie sur le site euronews.com, sur notre application et sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, merci à nos 3 invités, Jim Close, Geneviève Ponce et Elie Pello, pour leur participation et surtout pour leurs bonnes analyses. Et merci à vous, nos téléspectateurs. À très bientôt sur Euronews.
Heureuse de vous retrouver sur le plateau de Bruxelles Je t'aime avec nos invités Jim Closs, ancien chef de cabinet du président de la Commission européenne Jacques Santer et maintenant secrétaire général du réseau de think tank Trans-European Policy Studies Association, Geneviève Pons, ancien membre de cabinet de Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne et directrice de l'Institut Europe Jacques Delors, et Élie Perrault, chercheur en sciences politiques à l'université VUB. Alors, en moins de quelques secondes, tout s'est éteint. La semaine dernière, l'Espagne, le Portugal et certaines régions de France ont connu une panne d'électricité massive. Cette panne a probablement été causée par des problèmes techniques, bien que la cause exacte demeure floue. Alors, Geneviève, je me tourne vers vous. Quelle a été votre première réaction en apprenant cette panne ? Bon, alors évidemment, incrédulité, questionnement, comme les Russes n'hésitent pas devant toutes sortes de guerres hybrides, coupe des câbles, etc. Je me suis dit pourquoi pas. Oui. Je me suis dit pourquoi pas, mais je pense qu'il y a un phénomène, bon, l'enquête est en cours, mais il y a un phénomène qui est énorme en Europe, c'est qu'on est en train de vouloir décarboner, on a raison, certains secteurs, des choses importantes, la voiture, il faut qu'elle soit électrique, le chauffage qui doit être plutôt alimenté par des renouvelables que par le gaz, etc. Donc on va avoir besoin d'une électrification très importante et d'une circulation électrique très importante. Donc on a fixé, en termes de grille européenne, un objectif qui est que chaque État ait la capacité, d'ici 2030, d'exporter, je crois que c'est 15% de sa production d'électricité. Alors, on est très loin de cet objectif actuellement, et le pays qui est le plus bas dans cet objectif est l'Espagne, qui est à 4%. La France n'est pas tellement mieux à 6%. Vous avez la Grèce qui est aussi à 5%, etc. Et vous avez 86% de la production d'électricité d'origine renouvelable qui est au-dessous de cet objectif de partage. Vous avez déjà un début d'explication. Alors, Jim, justement, Geneviève en parlait un peu, mais quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cet incident, justement, pour renforcer la résilience de nos infrastructures ? D'abord, la leçon est que ça peut arriver. Et que ça peut arriver partout. On a eu des cas aux États-Unis. Donc, c'est un mot il faut quand même qu'on soit conscient de ça, et on voit qu'on ne peut plus rien faire. Ouais. Deuxième remarque. Pour ce qui est du réseau, parce que c'est important, on parle beaucoup de réseau européen de l'interconnexion. C'est important. Il faut reconnaître que les interconnexions peuvent aussi transmettre les problèmes. C'est ce qui s'est passé entre l'Espagne et le Portugal. Mais en même temps, c'est la réponse au problème, parce que ça permet d'équilibrer. Vous devez toujours avoir un équilibre entre l'offre et la demande dans le domaine énergétique. C'est très compliqué. Et si vous avez un réseau interconnecté, vous pouvez, s'il y a une chute de la production quelque part ou un excédent, vous pouvez agir. Donc ça, c'est régulé. Troisième remarque. Vous avez raison de poser la question de la sécurité en général. Je recommande la lecture du rapport de l'ancien président finlandais Niinistö, qui est un rapport très intéressant sur Safer Together, qui couvre la défense et tout ça, mais aussi la sécurité énergétique et tout ça. C'est un enjeu majeur pour l'Europe aujourd'hui. Nous avons abordé ces questions avec Albéric Montgrenier, expert à l'initiative européenne pour la sécurité énergétique. Voici son analyse, on l'écoute. Ces événements peuvent se reproduire pour un certain nombre de raisons. Ce n'est pas la première grande panne d'électricité dans l'histoire récente du monde développé. La principale leçon à tirer de cette panne est qu'il faut évidemment une formation civique avant tout. Mais nous devons essayer d'empêcher ces choses de se produire autant que possible. Pour ce faire, nous devons investir dès maintenant dans les réseaux, dans notre système de production et dans les chaînes d'approvisionnement qui les soutiennent. Car le coût de l'inaction est très élevé, tant pour l'économie que pour la société et la sécurité en général. Both for the economy, but also for society and security in general. Élise, je me tourne vers vous. Justement, il parle de renforcer la préparation civile, mais est-ce que du coup on a été peut-être pas assez prévoyant ? Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y a pas eu il y a eu une grande crise, une grande panne électrique, mais il n'y a pas eu d'incident majeur en Espagne. Par exemple, les hôpitaux ont continué à fonctionner parce qu'il y a des générateurs de secours.
Les Espagnols, dans l'ensemble, ont fait même preuve de civisme, donc ça c'est très bien. Peut-être moi, ce que je regrette un peu, c'est que la question a été politisée en fait très vite. Là, ce qu'on voit en Espagne, il y a un affrontement en ce moment entre le Parti populaire espagnol, donc les conservateurs, Vox, l'extrême droite, qui accuse en fait ou qui met en question la politique énergétique du gouvernement socialiste de Pedro Sánchez en disant qu'on a trop développé les énergies renouvelables. Et donc, ils ont une politique énergétique idéologique, c'est l'accusation. Et à l'inverse, le gouvernement Sánchez qui dit que non, justement, que les Vox et le Parti populaire se font juste les porte-parole du lobby nucléaire, qu'ils font des accusations sans preuve. Et c'est vrai que ça va être très important pour rétablir la confiance avec la population de vraiment établir ce qui s'est passé. Pour l'instant, on ne sait pas. Et le gouvernement Sánchez a dit que ça prendrait probablement 6 mois. Donc, là, il y a une vraie question de confiance pour la suite parce que ça peut se passer encore. Et en fait, ce n'est pas un problème qui concerne seulement la gauche ou la droite espagnole. C'est un problème pour la société en général. Mais alors, qu'est-ce que l'Europe doit faire dans ce cas précis, justement, Geneviève ? Il faut vraiment insister sur le renforcement du réseau, de l'interconnexion, etc. Alors, entre la France et l'Espagne, pour l'instant, il n'y a qu'une liaison. Une liaison donc, qui traverse les Pyrénées. Il va y avoir une autre liaison qui sera finie probablement en 2028 à travers le golfe de Biscaye. Et à ce moment-là, ça résoudra une partie du problème. Il n'est pas impossible que la France ait un peu retardé la réalisation de cette nouvelle connexion, se sentant menacée par justement l'essor des renouvelables espagnols. L'Espagne a beaucoup investi effectivement là-dedans, a beaucoup de solaire, a beaucoup d'énergie éolienne et pour la France, ces énergies renouvelables, vertueuses, concurrencent l'énergie nucléaire parce qu'elles sont moins chères, tout simplement. Mais alors, en l'état actuel des choses, il faut voir que la production espagnole de solaire et d'éolien, parfois est gaspillée parce qu'elle n'a pas les moyens de s'exporter, étant donné que cette nouvelle interconnexion n'est pas réalisée. Donc justement, l'apport des renouvelables, c'est une des clés aussi de ce sujet, de cette immense panne. On en reparlera. C'est sur ce point que nous pouvons clore cette conversation. Un grand merci à nos 3 invités et merci à vous de nous avoir suivis. Si vous voulez continuer la conversation sur le sujet de votre choix, n'hésitez pas à nous écrire à bruxellesjetem@euronews.com ou à nous contacter via les réseaux sociaux. Passez une excellente semaine et à très bientôt sur Euronews.